écoutez, la situation exige qu'il y ait une organisation de la reconstruction de Notre-Dame. Donc c'est tout à fait normal que ce soit un dossier important et qui occupe les ministres. Là, n'est pas de problème. Il y a pas, je pense que c'est tout à fait normal. Après, il y a aussi l'administration et le gouvernement du pays qui ne s'arrêtent pas. Et je pense qu'il y aura aussi quand même des questions courantes qui seront débattues. Mais que ce soit le premier dossier à l'ordre du jour, moi, c'est le seul. C'est le unique. Je trouve que c'est normal. Et puis les ministres ne s'arrêtent pas de travailler non plus. En dehors de la réunion du Conseil des ministres, ils font leur travail. Donc l'État continue à fonctionner. Mais c'est quand même un sujet qui nécessite de se concerter et de voir comment tout ça s'organise. Je pense que c'est pas tant une récupération que, on va dire, une erreur, à mon avis, justement. Tant qu'à s'exprimer, autant ne parler que d'une chose et éviter les allusions, parce que, pour le coup, ce qui est dit là, ça sonne comme un mépris, y compris par rapport aux impatiences tout à fait légitimes. Les fins du mois n'attendent pas, les paiements des factures n'attendent pas, et je pense qu'il y a eu une émotion très largement partagée dans le pays. Je pense que sur les ronds-points aussi, des gilets jaunes ont été émus par ça. Des gilets jaunes vont reconstruire Notre-Dame parce que ce sont des artisans, ce sont souvent des ouvriers qui travaillent et sont la partie ouvrière de ces travaux-là. Donc en fait, c'est une erreur d'opposer en fait l'émotion partagée et la contribution que tous et toutes allons apporter à cette reconstruction, et puis l'impatience qui est tout à fait légitime, qui n'est pas une fausse impatience. Et ça reflète à nouveau peut-être le caractère complètement décalé du président de la République, qui ne se rend pas compte que ça fait 4 mois que des dizaines de milliers de personnes sont dans la rue parce qu'ils revendiquent de pouvoir vivre dignement et décemment. Et considérer que ce sont de fausses impatiences, je pense que voilà, c'est une erreur et c'est dommage. Finalement, de rater un moment comme ça. Dommage, oui. Ce que disait Jean-Luc Mélenchon hier soir. Écoutez, on ne peut que se féliciter qu'il y ait les moyens de reconstruire. On peut par contre regretter que ces moyens-là ne soient pas constants et que ces moyens-là soient considérés comme exceptionnels. Parce que il faut des moyens pour le patrimoine, il faut des moyens pour le présent, il faut des moyens pour la santé. Et on nous a dit, notamment le président, il n'y a pas d'argent magique, qu'il faut savoir faire des efforts. Et en fait, on voit que la volonté politique collective peut donner des marges de manœuvre budgétaires. Et là, tout cela, écoutez, il y a une partie qui va venir du privé, mais une bonne partie va être de l'argent public. Je vous rappelle que là, le choix qui a été fait, y compris qui a été annoncé par le président, c'est de se baser sur la souscription plutôt que la contribution. Mais dans cette souscription-là, il y a une large partie qui est défiscalisée. C'est-à-dire qu'en vérité, ce sera l'argent collectif, l'argent de l'État qui va abonder ces fonds-là. Donc, très majoritairement là, cet argent, ce sera de l'argent public par le processus de défiscalisation. Alors voilà, tout le monde veut participer à contribuer, très bien, mais il nous semble par exemple que la petite bataille entre Pinot et Arnaud qui a fait monter les enchères, tant mieux, ce serait peut-être mieux qu'il fasse... pour l'un, 200 millions pour l'autre. Peut-être mieux qu'il fasse une concurrence à qui paie plus ses impôts que l'autre, ou qui évite de faire de l'optimisation, parce qu'on parle quand même de 2,5 milliards d'évasion fiscale pour le groupe Kering. D'optimisation fiscale. Oui. Non, bah, oui, on va dire. Légal. Oui, c'est légal. Mais franchement, je pense qu'il n'y a pas de quoi être très fier de ça. Voilà, je pense que cette exemplarité-là, elle serait beaucoup plus appréciée et ce type de geste serait jugé certainement beaucoup plus sincère si ce n'était pas exceptionnel et si justement la contribution permettait d'entretenir l'ensemble du patrimoine. Parce qu'effectivement, on a un patrimoine qui est dans un état et notamment les niches fiscales qui permettent aux uns et aux autres de se créer des fondations défiscalisées, ça coûte 1 milliard. Quand même. Et ça ne permet pas, quand on a un budget du patrimoine historique de 330 millions, ce qui est l'équivalent de ce que viennent de donner les Pinot et les Arnaud. Donc voilà, on a l'impression que ça manque de vision, y compris de la part du gouvernement, de choisir de favoriser justement la souscription et la défiscalisation, plutôt que d'avoir une vision budgétaire à plus long terme. Je ne suis pas d'accord pour considérer que l'unité nationale, c'est-à-dire le sentiment partagé, sincère de tous et toutes, et que tout le monde reconnaît très
simplement, signifie qu'il n'y a pas de débat politique possible. C'est ça la démocratie, non seulement ça, mais je crois que le mouvement des Gilets jaunes est aussi un mouvement historique dans l'histoire de notre pays. C'est un mouvement social historique et donc il ne s'agit pas de dénigrer la réalité et les revendications que posent les gens. Moi, je ne les oppose pas justement. Et j'ai dit dès le départ que je n'opposais pas ces impatiences-là parce qu'elles sont réelles, parce qu'effectivement, pour des gens dont la vie dépend au jour le jour de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont choisir entre payer la cantine des enfants ou payer les factures, mais ça, c'est des réalités qui ne sont pas minables. Et s'intéresser à ça, faire de la politique, c'est notre responsabilité. Donc non, je ne crois pas que poser la question de quels moyens on donne pour le patrimoine, comme quels moyens on donne pour la santé, pour les EHPAD. Comment, effectivement, à un moment donné, face à de tels accidents, mais aussi pas face à la catastrophe sociale, face aux catastrophes sanitaires, face à la catastrophe écologique, qui n'attend pas non plus, quel choix politique on fait. Et là, on a des désaccords. Mais il n'y a rien de minable à ça. C'est l'honneur de notre responsabilité en tant que député, parlementaire élu, d'avoir ces débats-là. Ayons-les sincèrement, mais pas en disant, en gros, tout d'un coup, et là, ça ce serait de la manipulation, d'instrumentaliser justement le consensus qu'il peut y avoir et qui est juste et sincère à des fins politiques, parce que derrière, vous n'avez pas les moyens d'assurer, y compris la reconstruction. On pourrait polémiquer beaucoup plus sur les 5 ans pour faire ouvrir au moment des JO. On pourrait polémiquer sur l'excès de zèle qui considère que ça se fait en claquement de doigts. Là n'est pas le sujet. Mais effectivement, dire comment est-ce qu'on reconstruit, quels moyens on met, c'est de la politique. Je ne crois pas que ce soit des débats minables et que c'est légitime que les gens se posent la question. Si on est capable de faire cet effort-là sur le patrimoine, ce qui est bien, on devrait l'être pour les seniors, on devrait l'être pour les enfants. Et ça aussi, c'est un peu la continuation de la politique de Gribouille, c'est-à-dire qu'on a des demi-mesures, un peu un bricolage, donc on saupoudre là pour essayer de répondre à l'injustice fiscale, là où il faudrait en vérité une véritable révolution fiscale, c'est-à-dire au lieu des 5 tranches actuelles, donc on reste dans cette contrainte des 5 tranches et puis on baisse un peu ici, mais il faudrait changer la structure, il faudrait 14 tranches, et là ça lisserait pour tout le monde, et ce serait beaucoup plus progressif, ce qui veut dire que ceux qui ont peu donneraient peu en fonction de leurs moyens, et ceux qui ont beaucoup donneraient beaucoup. Parce que c'est ça aussi un des problèmes, c'est qu'il y a une partie qui échappe à la contribution nationale. Et là-dessus, rien. L'ISF, c'est une des revendications principales de ce mouvement qui est soutenu par une majorité de la population, toujours rien. Donc on voit quand même que les lignes directrices de l'idéologie de ce gouvernement restent celles d'être au service des plus riches, des plus privilégiés, parce qu'ils pensent que c'est ça qui va relancer l'activité, ce qui n'est pas le cas, ce qui ne marche pas. Le ruissellement ne marche pas. Et puis, on a quand même une mesure où on nous dit on va faire travailler les gens plus. Je veux dire, les gens aujourd'hui, vous avez dans la santé, au niveau de l'éducation nationale, dans tous les services publics, mais aussi dans le privé, des gens qui disent qu'ils n'en peuvent plus, que le travail, c'est la survie permanente. Il y a des maladies professionnelles qui se développent à n'en plus finir. On dit on va faire travailler les gens plus. Donc ceux qui travaillent déjà, qui ont 3-4 boulots et qui arrivent à peine à finir le fin de mois, on va les faire travailler plus. C'est ça la solution à 4 mois de mobilisation. Au niveau écologique, rien, parce que c'est quand même un peu l'urgence, y compris que dans le mouvement des Gilets jaunes, des millions de gens ont compris que justice sociale et justice fiscale allaient de pair, que fin du monde, fin du mois, ce sont les mêmes responsables et donc c'est un combat commun. Où est la question écologique alors ? C'est quelques fuites. Alors peut-être que le plan global, il va y avoir un grand plan de transition écologique. Mais j'ai un peu des doutes là-dessus. Et dernier point, la question démocratique. Il est vaguement question d'un RIC sur certains intérêts. On voit encore une fois le président n'a pas compris l'enjeu d'une véritable révolution citoyenne, d'une assemblée constituante, d'un RIC au niveau national, et voilà, c'est passé à nouveau à côté de ce qui se passe historiquement depuis des mois dans ce pays. On est quand même dans une situation où ça fait 4-5 mois maintenant qu'il y a une crise sociale populaire profonde et où on attend que Jupiter décide, et on est parlementaires, vous et moi sommes parlementaires. Oui. Nous avons été élus, y compris pour représenter, pour décider, pour agir. Donc ça ne vous pose pas quand même un problème qu'on en soit réduit? Alors oui, on a été invité, c'est dans l'actualité, ça a fuité, on ne sait pas comment, il faudrait se poser la question, mais voilà, on en est réduit à imaginer qu'est-ce que pourrait être, parce que voilà,
c'est quand même un indice d'un problème profond dans le fonctionnement aujourd'hui des institutions qui fait que tant que Jupiter n'a pas dit, ben, rien n'existe et que nous, on est là, impuissants et impuissantes à devoir... Donc, la méthode qui a été proposée, c'est une synthèse par le chef de l'État. Que l'on puisse quand même, du coup, de ce qui existe, avoir un point de vue. Et c'est pas refaire le match, c'est faire de la politique, encore une fois. Non, c'est refaire le match. Et c'est pas le programme de la France Insoumise, excusez-moi, hein, le retour de l'ISF. Nous, les 14 tranches, oui. Les 14 tranches. L'Assemblée constituante, oui. Oui, mais parce que ça, c'est du bricolage institutionnel, parce qu'on pourra discuter dans le détail. Effectivement, vous l'avez pointé, le fait qu'on ne sait pas trop comment ça va se faire. Donc nous, on met dans le débat, ben, on pourrait faire 14 tranches. Mais l'ISF, excusez-moi, le retour de l'ISF, c'est pas juste notre programme, hein. C'est dans les demandes des Gilets jaunes, y compris, c'est même apparu à l'insu de votre plein gré de manière... 75% des Français qui souhaitent le retrait. Hein. De la manière dont était fait le grand débat en ligne. Malgré ça, c'est quand même apparu dans les contributions et dans la synthèse. Où est-ce que c'est? Alors, quelque chose le RIC, par exemple, nous, on l'a demandé, on l'a proposé, on le demande depuis très longtemps, mais c'est aussi revenu dans un certain nombre de demandes. Et là, ça apparaît comme une espèce de truc rabougri, etc. Donc voilà, encore une fois, nous on fait avec ce qui est dans le débat et on constate que le compte est nié. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de cris d'orfraie dénonçant le populisme d'une telle mesure, puisque mais comme quoi il semble justement, il semble qu'il y ait bon et mauvais populisme tout d'un coup. Mais là aussi c'est du gribouille, parce que là on parle de l'ENA, c'est quand même l'ENA d'où sortent les dirigeants des grandes administrations. Donc il faudra toujours des dirigeants des grandes administrations. Comment ils vont être recrutés? Et Polytech, et Centrale, est-ce qu'il y a une réforme derrière? Parce que l'enjeu, pour moi, ce n'est pas tant faire supprimer l'ENA. Par quoi on remplace? Est-ce qu'on remplace? Ou alors est-ce que c'est le privé, du coup, qui fournira désormais les dirigeants des grandes administrations? Donc c'est toutes ces questions qu'il faudrait poser par ailleurs. Et il faudrait avoir des réponses un peu claires. Et au-delà d'une annonce de suppression de l'ENA fort populiste de mon point de vue et fort peu pensée en vérité, parce qu'il faudrait une réforme effectivement du système des grandes écoles, du système des prépas. Il faudrait l'intégrer dans une réforme véritablement progressiste et égalitaire de l'éducation nationale, parce que cette idée, cet enjeu de la formation, c'est pas de mon point de vue de la méritocratie, c'est comment est-ce que notre éducation du primaire, du préélémentaire jusqu'aux études supérieures et jusqu'aux grandes écoles et une éducation qui est ouverte au plus grand nombre et véritablement démocratique et égalitaire. C'est cette réflexion-là qu'il faudrait avoir. Ce n'est absolument pas celle qui est là à travers cette mesurette mal pensée, et c'est encore moins celle qui est en cours dans les débats sur la loi Blanquer, contre laquelle se mobilisent aujourd'hui les enseignants, les parents et les élèves.